L'équipe de Gryffondor venait effectivement d'apparaître, émergeant d'une haute voûte en bois sous les gradins. Une cape rouge claquait derrière chacun d'eux comme un drapeau. « Voici en premier sur le terrain l'escadrille de Gryffondor menée par le capitaine Justin Kennelly », hurla la voix de Damien Damascus, qui commentait le match de la tribune officielle. L'équipe monta vers le ciel, dans une formation en tire-bouchon, qui se resserra en vrille ascendante, puis éclata au sommet de la figure l'ensemble des joueurs sur leurs balais, formant un gigantesque G au-dessus de la tribune de leur maison. Les joueurs rompirent ensuite la formation, plongèrent les uns après les autres dans une démonstration acrobatique aérienne pour reformer la lettre P. Ils étaient tous dressés sur leurs balais, face à Harry et James, qu'ils saluèrent avec un bel ensemble et un grand sourire. Quand la tribune Gryffondor les applaudit à pleines mains, James vit de nombreux visages se tourner vers eux pour étudier la réaction de Harry Potter. Son père se leva et salua aimablement cette ovation. « On croirait vraiment que je suis la reine d'Angleterre », marmonna Harry en se rasseyant. « Et maintenant voici les Serres d'Aigle !» cria Damien, dont la voix résonnait sur tout le stade. « Ils sont menés par le capitaine Jennifer Tellus, qui a gagné la coupe l'an passé. » L'équipe de Serres d'Aigle jaillit à son tour de sous les gradins, comme une fusée, chaque joueur optant pour une direction différente, avant de revenir sur la ligne centrale. Ils se jetaient un swalf de l'un à l'autre à une vitesse que l'œil ne suivait pas. Après plusieurs secondes, à tourner en spirale devant les gradins, les Serres d'Aigle se dirigèrent tous ensemble vers le centre du terrain, où ils s'arrêtèrent net pour faire face à la foule, leurs balais formant les branches d'une étoile. Chacun des joueurs leva le bras droit, et Jennifer, au centre, tendit le swalf par-dessus sa tête. Les gradins de Serres d'Aigle poussèrent des cris assourdissants devant la perfection de la chorégraphie. Finalement, les deux capitaines se retrouvèrent en position au centre du terrain. Chaque équipe s'aligna derrière son capitaine. En dessous d'eux, debout dans sa tunique officielle, l'arbitre du match, Gabriel Ridcully, avait un swalf sous le bras et le pied posé sur la malle où étaient gardés les autres ballons. « Je veux assister à un match honorable !» hurla le professeur aux élèves. « Capitaine, êtes-vous prêt ? Joueurs, êtes-vous en formation ? Attention !» Il leva le swalf, le bras tendu. « C'est parti !» Dès que Ridcully balança le swalf, il enleva en même temps son pied du coffre, dont le couvercle s'ouvrit, libérant les deux cognards et le vif d'or. Les 4 balles s'envolèrent de tous les côtés, tandis que les joueurs passaient à l'action. En réponse, les gradins hurlèrent leur soutien. James s'efforça de suivre le jeu de Zane parmi les Serres d'Aigle. Les cheveux blonds de l'Américain étaient faciles à repérer sur le bleu roi de sa cape. Il vit Zane foncer à travers une mêlée de joueurs, exécuter une roulade étonnante et techniquement parfaite, puis se pencher à la limite du déséquilibre avant de renvoyer le swalf d'un revers puissant. Le ballon contourna la mêlée, et si Zane ne marqua pas, ce fut grâce à Noah qui le récupéra de justesse. La foule hurla, les Gryffondor de joie, les Serres d'Aigle de déception. En ce bel après-midi, la chaleur devint vite pesante. Elle fatiguait les joueurs, bien sûr, mais aussi les spectateurs, agglutinés sur leurs bancs. Durant le match, les deux équipes avaient accès à un stand de rafraîchissement, aux 2 extrémités du terrain. Ces stands, gérés par une équipe de maintenance, comportaient une dizaine de seaux remplis d'eau. De temps à autre, un joueur agitait sa baguette en un signal convenu, alertant l'équipe au sol son passage imminent. À son approche, un des attenants faisait léviter un seau d'eau, le renversait et inondait le joueur d'une douche rafraîchissante. À chaque fois, la foule explosait de rire parce que la vitesse du joueur transformait l'eau en geyser, ce qui créait une myriade d'arc-en-ciel étincelant autour de lui. Durant un moment, les Gryffondor menèrent le jeu. Puis, Serres d'Aigle égalisa en début de soirée. Le soleil baissait lorsque Serres d'Aigle prit la tête. Très vite, le jeu devint à la fois fébrile et agité, car le score était encore rattrapable. James surveilla les attrapeurs, essayant de trouver lui aussi le reflet doré du vif d'or. Mais, dans la luminosité rasante, il ne put apercevoir la petite balle rapide. Et pourtant, au moment même où il détournait les yeux, un éclat lui attira l'œil, non loin des gradins Poufsouffle. James plissa les yeux, et tout à coup il le vit, s'agitant près des mâts
où flottaient les bannières. L'attrapeur de cerfs d'aigle aussi avait remarqué le vif d'or. James se releva d'un bond et trépigna sur place, le doigt pointé en avant. Il hurla un avertissement à Noah, l'attrapeur de griffons d'or, et Noah l'entendit. Il fit pivoter son balai et suivit la direction indiquée. Il repéra le vif d'or au moment où la balle s'enfuyait, tout droit dans la mêlée des joueurs qui se disputaient les cognards. L'attrapeur de cerfs d'aigle plongea pour récupérer le vif d'or qui passait sous son balai. Il le rata et faillit tomber. Il partit en vrille, puis se rattrapa et se lança à nouveau dans le match. Ted, un des batteurs de Griffon d'or, le visa d'un revers de cognard, obligeant l'autre garçon à dévier sa trajectoire. Mais pas longtemps. De l'autre côté du terrain, Noah se rapprochait. Il zigzaga pour éviter de heurter les autres joueurs. La foule avait enfin compris ce qui se passait. Un par un, les spectateurs se mettaient debout, hurlant conseils et encouragements. Et tout à coup, au beau milieu de l'action, James remarqua autre chose, qui le surprit tellement qu'il perdit tout intérêt pour le match, pour la première fois depuis l'envoi des ballons. L'intrus, le moldu, était sur le terrain, appuyé au stand de rafraîchissement des cerfs d'aigle. James n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Et pourtant, l'homme était bel et bien là, dissimulé, sous une cape de l'équipe de cerfs d'aigle. Il regardait aussi le match, le visage levé, avec une expression à la fois sidérée et émerveillée. Il porta quelque chose à ses yeux, et James comprit qu'il devait s'agir d'une caméra moldue. L'homme filmait le match. James détourna les yeux de l'intrus et regarda son père, assis à côté de lui, hurlant avec entrain pour encourager les joueurs. James tira sur sa manche et cria « Papa! Papa, regarde! Il y a quelqu'un là-bas en bas !» dit-il, le doigt pointé, essayant de montrer le stand au milieu de la foule des spectateurs. Avec un grand sourire, Harry se tourna vers son fils et essaya de comprendre. « Quoi ?» hurla-t-il en se penchant. « Regarde là-bas, en bas !» hurla James, le doigt toujours pointé. « Cet homme n'est pas censé se trouver là, c'est un moldu, et je l'ai déjà vu au château. » Instantanément, le visage de Harry se modifia. Son sourire disparut. Il se redressa de toute sa taille et scruta le terrain. James fit comme son père, cherchant l'intrus moldu. Il était absolument certain que l'homme avait profité de ce délai pour disparaître, laissant James passer pour une andouille. Mais non, l'intrus était toujours là, les yeux levés sur le jeu qui continuait. Il avait baissé sa caméra, qui restait suspendue à un fil, accroché à son poignet droit. En regardant mieux, James repéra aussi que l'homme avait des pansements sur le bras, et quelques-uns sur le visage. Il avait dû se blesser en passant à travers la fenêtre du vitrail. Mais de toute évidence, pas assez pour ne pas revenir. Harry se frayait déjà un passage à travers la délégation, s'excusant poliment, mais avançant fermement vers les escaliers. James le suivit, courant pour ne pas être distancé. Ensemble, père et fils dévalèrent les marches deux par deux, puis arrivèrent au niveau du terrain. James réalisa que son père était passé en mode aurore. Sans réfléchir, il laissait ses instincts réagir. Pour le moment, il n'était pas utile de paniquer, s'inquiéter ou se mettre en colère. Il s'agissait simplement de découvrir à tout prix ce qui se passait. Harry traversa le terrain, toujours suivi de près par James. Un hurlement général annonça alors la fin du jeu. Le tumulte se fit assourdissant, et d'autres personnes se mirent à courir à travers le terrain. L'équipe de rafraîchissement avança aussi pour récupérer ses seaux vides. Les joueurs commençaient à atterrir, tombant sur l'herbe comme des flocons de pissenlit. Ridcully se précipita vers le centre du terrain et utilisa sa baguette pour rappeler les ballons. Sans se laisser distraire, Harry continua à marcher d'un pas décidé vers l'autre extrémité du terrain, où lui et James avaient remarqué l'étranger. Désormais, il leur était impossible d'en avoir une vue directe, avec la foule, le bruit et l'animation générale. Mais James savait que l'homme avait déjà pu, d'une centaine de façons différentes, se faufiler hors du terrain et disparaître dans l'ombre, vers les collines et les bois, derrière le terrain de Quidditch. Harry ne s'arrêta pas avant d'être à l'endroit exact où il avait repéré l'homme un peu plus tôt. Il se tourna, lentement, cherchant à découvrir où l'homme s'était enfui. « Voilà !» dit-il tout à coup, en désignant quelque chose de la main.
James regarda ce que son père indiquait. C'était au pied des gradins, une porte ouverte qui menait dans l'abri où les serres d'aigle avaient leur casier personnel. « Là ou là », dit encore Harry, sans réellement s'adresser à James, mais plutôt à lui-même. Il avait indiqué d'abord un chemin qui passait entre les gradins de Poufsouffle et de Serpentard, puis un apprenti où étaient entreposés les équipements de Quidditch. Je ne pense pas qu'il soit rentré dans l'abri, ou dans l'apprenti. Il doit savoir qu'il ne pourrait pas en sortir. Bien sûr, ce serait une bonne cachette, mais pas une très bonne avec une pareille foule. À mon avis, il a pris le chemin vers la forêt. Il n'a pas plus de 2 minutes d'avance. James. Les yeux écarquillés, James se tourna vers son père. « Oui, papa ?» « Va trouver la directrice, explique-lui ce que nous avons vu, et ensuite demande à Titus de me retrouver au bout de ce passage, dans 5 minutes. Ne cours pas, nous ne savons pas encore ce qui se passe, et je ne veux pas créer une panique générale. Marche simplement et dis-leur ce que je t'ai demandé. D'accord ?» James hocha la tête, puis il tourna les talons, et obéit aux instructions de son père, en rebroussant chemin, d'un pas vif, mais sans courir. Alors qu'il remontait les escaliers, luttant contre la foule qui en descendait, il réalisa qu'il ignorait qui avait gagné le match. Il y penserait plus tard. Pour le moment, il éprouvait un soulagement incommensurable à l'idée que son père l'ait cru. James avait eu peur, quelque part, que son père refuse d'admettre la présence d'un moldu sur le terrain, ou qu'il juge ça sans importance. Mais il avait aussi eu l'espoir que son père le connaissait suffisamment pour ne pas douter de lui. Et c'est bien ce que Harry avait fait. Son père était immédiatement descendu pour enquêter sur l'étranger, sans hésitation ni question. Bien sûr, c'était ainsi que travaillaient les aurores. D'abord les faits, ensuite les questions, si nécessaire. Mais quand même, James était heureux que son père lui fasse assez confiance pour, sur ses seules indications, s'être lancé à la poursuite de cet homme. Malgré tout, James regrettait que l'intrus ait pu s'échapper. Il avait le sentiment que ni Harry ni Titus ne parviendraient à le retrouver. Du coup, il se retrouverait exactement au même point qu'auparavant. Il avait vu un inconnu assister au match de Quidditch, mais sans pouvoir prouver qu'il s'agissait d'un moldu. Tout en réfléchissant, il finit par tomber sur Titus Châteaubourg et le reste du groupe. Dès que Titus reçut le message, il s'excusa immédiatement et dévala les escaliers, la main dans sa poche pour récupérer sa baguette. McGonagall et les autres membres du ministère écoutèrent les explications de James concernant l'homme que lui et son père avaient aperçu sur le terrain. Les réactions furent différentes. La directrice afficha une expression attentive et sombre. Miss Saccharine et Monsieur Mécréant restèrent placides. « Et tu prétends, mon cher garçon, que cet étranger avait un appareil ?» demanda Saccharine. « Oui, je l'ai déjà vu, il prend des photos. Et il a filmé le match. » James vit Saccharine regarder Mécréant avec une expression incrédule. Il n'en fut pas surpris, mais il s'en fichait. Il tenait simplement à ce que McGonagall le croie. Il s'apprêtait à lui expliquer que c'était le même homme qui l'avait par accident fait tomber de la fenêtre, mais devant l'air pincé de Miss Saccharine, il préféra se taire. Autant attendre d'être en petit comité. Quand il redescendit les marches, suivi de la directrice et des membres du ministère, James entendit enfin le score final. Serre d'Aigle avait gagné. James le regretta, déçu pour les Griffons d'or. Mais il fut heureux de savoir que Zane, au moins, passerait une bonne soirée. Quand le groupe atteignit le chemin principal qui les ramènerait au château, la directrice McGonagall s'écarta et annonça d'une voix sèche. « Professeur, chers invités, je vous prie de retourner sans moi jusqu'au château. Je préfère aller m'assurer de la situation. » Sur ce, elle partit à travers champs et James s'élança derrière elle. Lorsqu'il la rattrapa, elle baissa les yeux sur lui. « Je présume qu'il est inutile de te signaler qu'un élève de première année n'a rien à faire dans cette histoire, » dit-elle, admettant à contre-cœur la présence de James comme inéluctable. « L'Aurore en charge étant ton propre père, il risque de te réclamer. D'ailleurs, je me demande comment il se débrouille ces jours-ci, sans Miss Granger pour tout organiser. » Il fallut à James un moment pour réaliser que Miss Granger était sa tante Hermione, devenue Madame Weasley depuis son mariage. Il ne put retenir un sourire parce que la directrice voyait encore son oncle, sa tante et son père comme des élèves turbulents, des enfants agréables,
mais fatigant. Lorsque la directrice et James rejoignirent le terrain de Quidditch, à la fin du passage entre les gradins de Serpentard et de Poufsouffle, ils y trouvèrent Harry et Titus Châteaubourg, qui revenaient d'une première exploration des environs. Ce fut McGonagall qui parla la première. « Aucun signe de l'intrus ?»« Pour le moment, rien, » répondit Châteaubourg. « Le sol est déjà trop sec pour garder la trace de ses pas, et il fait déjà trop sombre pour pouvoir le suivre sans une équipe organisée et un chien. »« Madame la directrice, » dit Harry, et James constata que son père était toujours en mode aurore. « J'aimerais avoir votre permission pour mener une fouille intensive de toute la zone. Nous aurons aussi besoin d'aide, et j'espère pouvoir choisir des personnes de confiance. »« Pensez-vous réellement que cet intrus soit une menace ?» demanda la directrice à Harry avant de répondre à sa requête. Harry écarta les mains en haussant les épaules. « Pour le moment, je manque d'informations, et il m'est impossible d'en être certain. De toute évidence, l'homme que j'ai vu est trop âgé pour être un élève, et il ne fait partie ni des professeurs, ni du personnel du château. Il portait pour se déguiser une cape empruntée à l'équipe des rafraîchissements. Aussi, sa présence est suspecte. Et James m'a expliqué l'avoir déjà vu auparavant. » Bien entendu, toutes les têtes se tournèrent vers James. « C'est celui dont je vous ai parlé l'autre matin, madame, » dit James à la directrice. « J'en suis certain. Il avait des pansements sur les bras et sur la figure. Il a dû se faire mal en tombant par la fenêtre. » « Je me doutais bien que cette histoire serait intéressante, » marmonna Harry, qui cacha son sourire. « Mais enfin, monsieur Potter, monsieur Châteaubourg, » dit la directrice en s'adressant aux deux adultes. « Vous êtes bien conscients que personne ne peut entrer au château. Nous sommes protégés par des sortilèges puissants. Dans ce cas, cette personne était probablement autorisée. Et... Vous avez raison, Minerva, » coupa Harry. « Mais je vous certifie que l'individu que j'ai aperçu n'a pas réagi comme une personne autorisée sur les lieux. Aussi, s'il a été admis ici, qui l'a fait entrer? Et comment? Voici 2 questions que j'aimerais réellement lui poser. Et c'est pour ça que je tiens à fouiller immédiatement les alentours du château. » McGonagall croisa le regard de Harry, puis elle hocha la tête, comme à regret. « Très bien, c'est d'accord. Qui voulez-vous dans votre équipe? Hagrid, bien entendu. Personne ne connaît mieux Poudlard que lui. De plus, nous aurons aussi son chien, Snob. Il faudra se séparer en 3 équipes. Hagrid et moi irons dans la forêt interdite, Titus contrôlera les bords du lac, et nous aurions besoin de renforts. Dommage que Neville soit absent ce soir. »« Nous pouvons le convoquer, » proposa Châteaubourg. « Ce ne sera pas nécessaire, » dit Harry en secouant la tête. « Après tout, nous ne recherchons qu'un seul individu, et probablement un moldu. Non, 2 autres personnes suffiront, si elles se montrent attentives et capables de suivre une piste. Pourquoi pas Ted Lupin et toi, James ? » James essaya de le cacher, mais à l'annonce de son père, il ressentit un frisson de fierté. Il hocha la tête et s'efforça de prendre un air digne et confiant, sans montrer son excitation fébrile. « Y aurait-il des hippogriffes actuellement à l'école, madame ?» demanda Titus. « Il nous serait utile d'avoir une vue d'en haut. Si l'homme s'est déjà introduit dans le château, il doit camper par ici. »« Non, pour le moment nous n'avons aucun hippogriffe. Mais nous avons des sombrales. » Harry secoua la tête. « Non, ils volent trop haut. De plus, ce sont des jeunes qui risquent de ne pouvoir porter ni Titus ni moi. Quant à Hagrid, n'en parlons pas. » James réfléchissait fébrilement. « Vous voulez voir de haut ?» demanda-t-il. « Mais à quel point ?» Étonné, Châteaubourg lui jeta un regard en coin. « L'important, c'est de dépasser la taille d'un homme. À hauteur d'arbre, je dirais. Parce que plus haut, dans l'obscurité, nous manquerions des détails. Pourquoi ? Tu as une idée ? On t'écoute, mon garçon. »« Pourquoi ne pas utiliser des géants ?» proposa James après un silence. Il s'inquiétait un peu que son idée paraisse stupide. Ce serait lamentable de sa part de perdre si vite la confiance que son père lui avait accordée en lui permettant d'assister aux recherches. Il y a Grope, qui fait 3 fois la taille d'un homme, et aussi sa nouvelle copine. D'après Hagrid, elle est encore plus grande que Grope, d'un bon mètre. Châteaubourg regarda Harry sans rien dire, et Harry étudiait la proposition. « Combien de temps faudrait-il à Hagrid pour les faire venir ici ?» demanda-t-il à la directrice. « Voilà une question dont la réponse m'intéresse, » répondit-elle d'un air hautain. « J'ignorais que nous avions 2 géants à proximité. Je me charge personnellement de rencontrer Hagrid et de réclamer ses services, ainsi que ceux de ses 2 grands amis. »
Puis, elle se tourna et regarda James. « Quant à toi, va chercher Ted Lupin. Mais ne parle à personne de la situation. Vous retrouverez tous les deux ton père et monsieur Châteaubourg à la cabane de Hagrid, dans un quart d'heure. N'oubliez pas de prendre vos capes et vos baguettes. Pour moi, je dois retourner au château et m'occuper de nos hôtes. »« James, » dit Harry avec son sourire si particulier. « Cette fois, tu peux courir. » James était à bout de souffle quand il arriva enfin à la salle commune de Gryffondor. Il y trouva Ted, toujours en tenue de Quidditch, qui se morfondait avec les autres joueurs sur le résultat du match. « Ted, viens vite !» cria James, cherchant son souffle. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. »« Franchement, ce n'est pas une façon d'entrer dans une pièce, » dit Sabrina. Assise sur le canapé, elle tourna la tête pour regarder James. « À te voir comme ça, on a franchement l'impression que tu as quelque chose à faire. »« Parfaitement, » répondit James, penché en avant, les mains sur les genoux. « Et j'ai besoin de Ted aussi. Mais je ne peux rien vous raconter tout de suite. C'est interdit. Ils te réclament, Ted. Ils nous attendent à la cabane de Hagrid dans 5 minutes, avec baguette et cape. » Ted se releva d'un bond, manifestement heureux de pouvoir oublier, un moment, la défaite au Quidditch. D'ailleurs, il était toujours partant pour de nouvelles aventures. « Très bien, j'ai toujours su que ce jour viendrait. Quelqu'un reconnaîtrait mes talents uniques et mon intelligence. Bien, jeunes gens, reposez-vous. James et moi vous raconterons plus tard nos aventures. Allez, James, je te suis. » Tout en parlant, James avait enfoui sa baguette dans sa poche et jeté sa cape sur ses épaules. Tandis que les deux garçons ressortaient derrière le portrait de la grosse dame, James haletait toujours. Ted marmonnait, la mâchoire serrée, et derrière eux, Sabrina cria. « N'oubliez pas de nous ramener des bières au beurre en revenant, ô noble aventurier !» Dans les escaliers, James fut surpris de tomber sur Zane, qui s'arrêta pour leur parler. « Hey Ted, super match, non ?» Furieux de ce rappel inopportun, Ted se contenta d'un grognement. « Où allez-vous » continua Zane en courant pour ne pas se laisser distancer. « Vivre une aventure terrible, dangereuse et mortelle, » répondit Ted. « Tu veux venir ?»« Oh, génial ! C'est quoi le plan ?»« Non, » protesta James. « Désolé, mais je suis censé n'en parler à personne à part Ted. Mon père a dit... » Aussitôt, Zane leva les sourcils. « Ton père ? Dément, du boulot d'horreur. Allez, mec, tu ne vas quand même pas t'amuser sans m'emmener avec toi. » Exaspéré, James s'arrêta devant les portes du château. « D'accord, viens. Mais si mon père t'envoie bouler, tant pis pour toi. D'accord ?»« Waouh !» cria Zane en courant en avant, sautant les marches de l'entrée 2 par 2. « Allez, bougez-vous un peu les mecs, l'aventure nous attend !» Baguette allumée, Harry et Titus Châteaubourg attendaient devant la cabane de Hagrid, quand les 3 garçons arrivèrent. « Merci d'être venu, Ted, » dit Harry stoïque. « Et voici un invité surprise que je n'attendais pas. Bonsoir, Zane. »« C'est moi qui lui ai demandé de venir, Harry, » annonça Ted le visage grave. « Il est nouveau, mais il est vif. J'ai pensé qu'il pourrait nous rendre service, si tu as un plan pour ce soir. » Harry examina Zane d'un œil critique. Aussitôt, Zane effaça son sourire béat et tenta sans succès de prendre un air compétent. « En fait, nous avons surtout besoin d'observateurs. Zane a 2 yeux comme tout le monde, aussi je présume qu'il se qualifie. Espérons que Minerva ne va pas découvrir trop vite que j'ai embarqué un autre première année dans la forêt interdite. Je suis à peu près certain qu'elle trouverait un foutu moyen de tous nous coller en retenue. James vous a expliqué ce qui s'est passé ce soir ?» Ted secoua la tête. « Pas un mot. Il a juste dit que c'était top secret. » Harry examina James d'un regard étréci. « La directrice t'avait prévenu de ne rien dire à personne, mon garçon. »« Je n'ai rien dit !» protesta James, qui jeta un œil noir à Ted. « Justement, j'ai juste dit que je n'avais rien le droit de dire. » La meilleure façon de rendre les gens soupçonneux, James, c'est de leur annoncer un truc pareil. Mais Harry ne semblait pas en colère, plutôt amusé. « C'est sans importance à présent. Nous devrions avoir fini et être rentrés au château avant que tes copains Grimlins ne lancent une mission de reconnaissance. Pas vrai, Ted ? Il est déjà tard, parrain, ils doivent tous être couchés, affirma Ted avec sérieux. James leva les yeux au ciel. Puis, il prit conscience d'une sorte de vibration sous ses pieds. Peu après, il entendit les aboiements lointains de Snob, que Hagrid avait récemment acquis, après le décès de son bien-aimé Croque-Dur.
toutes les têtes se retournèrent vers la forêt, et la vibration devint plus forte. Une minute après, d'énormes silhouettes apparurent dans l'obscurité, plus hautes que les arbres. C'était leur lourde démarche qui provoquait le tremblement. Snob courait entre les jambes des géants, inconscient qu'il risquait de terminer en carpette si l'un d'eux lui marchait dessus. Il aboyait, plein d'excitation, et paraissait tout à coup minuscule auprès des deux montagnes. Hagrid émergea le premier de la forêt. Il cria à Snob de se taire, mais sans conviction. « C'était facile de faire venir Groupe, » annonça-t-il en s'approchant. « Il est toujours d'accord pour aider. Il a vraiment un cœur en or, ce petit, et il parle de mieux en mieux. Mais sa copine, par contre... » Hagrid baissa la voix, affectant une nonchalance qui, selon James, était à peu près aussi subtile qu'un banshee dans une boîte d'allumettes. « Elle n'est pas encore très habituée à rencontrer des gens, pas comme Groupe, et elle n'a pas apprécié que je la réveille. En fait, elle comprend à peine quand je lui parle, mais je trouve préférable de continuer à essayer. Elle aussi finira par s'habituer, même si ça demande du temps. Il faut juste prendre des gants avec elle. » En entendant cette affirmation, James se souvint que Hagrid avait voulu élever, pour le plaisir, des scouts à pétards, et estimait toujours que la principale caractéristique d'un dragon était sa gentillesse. Aussi, une annonce de prudence de sa part sur le caractère d'une créature bizarre était à prendre en considération. Quelques secondes plus tard, les deux géants sortirent de la forêt, Groupe le premier, avec un bon sourire, qui clignait des yeux dans la lumière des baguettes allumées. Pour saluer Harry, il leva une paume aussi large qu'un piano. « Salut, Harry !» dit le géant d'une voix profonde et caverneuse. James eut la sensation que les mots n'étaient pas trop adaptés à sa nature. « Comment va Hermione ?» Harry voulut lui épargner de continuer. « Hermione va très bien, Groupe. Elle sera contente de recevoir de tes nouvelles quand je la reverrai. » Groupe parut un peu perdu devant tant de mots. « Salut, Hermione !» répéta-t-il, reprenant le nom d'Hermione, alors que sa géante sortait derrière lui de la forêt. James reversa la tête en arrière, saisi malgré lui d'un frisson de terreur. La géante était si grande qu'elle devait écarter le feuillage des arbres pour passer entre les troncs. Il y eut des craquements sourds, du bois martyrisé. La lumière des baguettes n'atteignait que sa poitrine, environ à la hauteur de la tête de Groupe. Le reste restait dans l'ombre et planait au-dessus des arbres, comme une menace qui assombrissait le ciel étoilé. Elle avança plus lentement que Groupe, et son pas lourd donnait l'impression qu'une avalanche secouait la forêt. « Ça ne va pas être évident niveau discrétion, » commenta Châteaubourg, les yeux fixés sur la monstrueuse apparition. « Harry, Titus, James, Zane et Ted, voici Preshka !» dit Hagrid d'une voix très lente. « Preshka, ce sont mes amis. » Preshka se pencha lentement et approcha sa tête de l'épaule de Groupe. Elle poussa un grognement sourd, légèrement interrogateur. James aurait pu jurer avoir entendu vibrer derrière lui les volets rouillés de la cabane de Hagrid. Mais Harry, très calme, leva sa baguette allumée et lui adressa un sourire. « Preshka, Groupe, merci d'être venu. Merci de nous aider. Ça ne prendra pas longtemps. »« Hagrid ?» demanda-t-il ensuite au demi-géant. « Vous leur avez expliqué ce que nous attendions d'eux ?» Ce fut Groupe qui répondit. « Harry cherche méchant homme. Groupe et Preshka aidés. »« Parfait, » dit Harry. Il se tourna ensuite vers son groupe. « Hagrid, vous partirez devant avec Snob, en le lançant sur la piste de l'intrus. Peut-être votre chien trouvera-t-il quelque chose d'intéressant, soit vers la forêt interdite, soit aux abords du lac. Si c'est le cas, prévenez-nous d'un signal rouge. Ted, tu viens avec moi. Nous irons avec Preshka dans la forêt. Zane et James, vous irez avec Titus et Groupe, vers le lac. Nous devons tous chercher la trace de l'intrus, des branches cassées, des feuilles déplacées, ou autres indices du genre. Surveillez aussi ce qui peut faire penser à un homme, des morceaux de vêtements, des débris, des papiers. C'est compris ? » « Et qui cherchons-nous au juste, Harry ?» demanda Ted. Harry s'approchait déjà, prudemment de la géante. « Aucune idée, dit-il sans se retourner. Nous verrons bien quand nous le trouverons.